Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le nouveau podcast Creepshop.com, un podcast qui en ce mois de mars s'intéresse à l'un des maîtres de l'épouvante, du fantastique, de la science-fiction, du western, d'un peu tout, un des plus grands auteurs du XXe siècle, Stephen King. C'est parti. Le podcast de Creepshop.com. Creepshop.com. Welcome to Prime Time, bitch. Eh bien voilà, rebonjour à tous et à toutes. Comme je vous le disais, c'est parti pour le nouveau podcast Creepshop.com, ce mois-ci consacré à Stephen King. C'est Joe qui va vous accompagner pendant à peu près 1h30. Mais j'ai également autour de moi les habitués, à savoir Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va très bien Joe, merci. Très bien. François est là également. Il nous fait l'honneur, une fois de plus, de nous accueillir chez lui. Bonjour François. Bonjour Joe. Et nous avons également deux invités de marque aujourd'hui. Je commence par Marie de Prémonville. Bonjour Marie. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. c'est moi qui vous remercie. Mais écoute, ça nous fait très plaisir. Marie, traductrice de Stephen King, plus particulièrement de La Tour Sombre, si je ne m'abuse, traductrice de l'intégralité de La Tour Sombre. Oui, sauf les volumes 2 et 3 et 4 que j'ai harmonisés, mais sinon le 1 retraduit et 5, 6, 7 traduit. D'accord, donc grosse somme de boulot, effectivement, que la traduction de La Tour Sombre, dont on va reparler tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Jérémy également, bonjour Jérémy. Bonjour, Comment vas-tu ? très bien et vous ? Eh bien ça va très bien, merci d'être avec nous également aujourd'hui Jérémy. Jérémy qui s'occupe du site clubstephenking.fr qui est un petit peu la référence en matière de King culture en France. Tout à fait. Donc alors c'est parti, on va parler de Stephen King. Stephen King, large sujet, hein. Comment tu t'attaques comme ça à un sujet comme Stephen King ? Je sais pas vraiment. Je pense qu'on peut déjà tout de suite dire qu'on va pas trop s'attarder sur tout ce qui est cinéma. Oui, alors en effet, on va s'attarder plus sur l'auteur et sur le côté littérature de Stephen King aujourd'hui. Alors, il est né en 1947 dans le Maine. Et justement, la première question qui me venait à l'esprit, avant qu'on commence ce podcast, c'est une question un peu piège, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est... Donc Stephen King vient du Maine. Est-ce que c'est le Maine qui a fabriqué Stephen King ou est-ce que c'est Stephen King qui fabrique le Maine tel qu'on le connaît dans sa littérature et qu'on l'appréhende ensuite en tant que lecteur ? Moi je pense que c'est plutôt le Maine qui a fabriqué Stephen King dans le sens où le Maine est un état quand même assez désert ou quoi que ce soit à l'époque, qui était pas très vivant et du coup ça lui a permis d'avoir différentes expériences, genre avoir travaillé dans une blanchisserie, avoir différents boulots en tant que professeur, travailler le soir donc dans la caravane pour écrire, tout ça fait que ça a contribué à son écriture, sa description du Maine, également avec tout ce qui est alcool, drogue, etc. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, justement, parce que quand on parle du Maine, c'est quand même un des piliers de la carrière de Stephen King, c'est assez indissociable de ses romans. Et j'ai l'impression que justement, derrière cet état un petit peu fantasmé qu'il nous présente, il essaye de nous montrer les choses qui sont tapies dans l'ombre comme ça, derrière ces villes un petit peu proprettes dans lesquelles se déroule généralement l'action. Et oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est un personnage à part entière. Ça a été une source d'inspiration qui a permis après de développer et de créer un univers. Alors Stephen King, il est sobre maintenant depuis à peu près le milieu des années 80, il me semble. Est-ce que vous trouvez que ça se ressent sur les romans qui ont suivi justement cette sorte de cure de désintox personnelle qui s'est fait ? Mais il y a une époque où il y a eu des romans plus violents ces dernières 10 années, ou quelque chose comme ça. C'est plus assagi, plus réfléchi et plus mûri, je dirais. Ouais. Par exemple, on pense à l'histoire de Lisée, Blaise, ou Dôme est un peu à part, mais quand on compare ça par rapport à ça, ou Le Fléau, par exemple, on voit totalement la différence. D'accord, très bien. Donc Stephen King, avant d'être romancier à part entière, il a commencé très très jeune, puisqu'il était rédacteur en chef du journal de son lycée. Il a écrit beaucoup d'essais en fait dans différents journaux, notamment Lisbon Falls, Main Campus, etc. Et en fait, il commentait l'actualité, que ce soit du campus ou des films, des pièces de théâtre qu'il voyait, etc. Mais du coup, à chaque fois, il écrivait une colonne, une chronique.
Et donc, le premier roman de Stephen King, Carrie, sort en 1973 aux éditions Doubleday, si je ne me trompe pas. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que ça cartonne dès le départ. Les droits pour le format poche sont achetés quasiment automatiquement, quelques semaines à peine après la sortie du livre, et ça change un petit peu son mode de vie parce que il reçoit quand même un sacré chèque. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Jérémy, sur ce premier roman, Carrie ? Il faut se rappeler que Karine est un roman qui a été sauvé de la poubelle par sa femme Tabitha qui un jour, en fait, Stephen King avait écrit, je sais pas, 80 pages ou quelque chose comme ça. Il en était pas content, donc il l'a jeté à la poubelle. Et Tabitha l'a repioché et lui a dit de le retravailler, etc. Donc c'est quand même... il aurait très bien pu ne pas devenir un écrivain très célèbre en fin de compte. C'est vraiment... Ils se sont connus sur les bancs de l'école, à la fac ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il lui est fidèle depuis toutes ces années. Donc ça démontre un peu de sa nature. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez stable, je dirais, d'un point de vue au niveau de sa vie de famille, en tout cas de sa vie familiale. Et ça s'en ressent, je pense, au niveau de son écriture. Malgré les difficultés d'alcool, de drogue, Ah ouais, etc. mais ça c'est accessoire, on en reviendra un petit peu. Mais non, mais il faut savoir que King, il n'a jamais connu son père. Parce son père a quitté sa mère à peu près à la naissance de King. Donc il a été élevé par sa mère avec son frangin. C'est une famille un peu éclatée au départ. Donc voilà, je pense que ça a vachement influé sur ce qu'il est devenu ensuite, forcément. Voilà. Son père c'était un marin, donc il l'a jamais revu, Il est parti et voilà, donc il a été élevé par sa mère directement dans ce Maine rural, Qu'est-ce que tu disais, Jérémy, tout à l'heure, que c'était le Maine qui l'avait construit pour toi ? Pour moi, oui, ça a contribué à la création, en fait, de l'auteur et de sa créativité pour créer des histoires, etc. D'ailleurs, il y a un documentaire qui s'appelle Shining in the Dark, en version française, qui est parfois diffusé sur Arte. Et on visite différentes villes ou différents endroits où il a habité. Et on voit vraiment c'est rural et il n'y a rien autour. Oui, effectivement, il y raconte cette anecdote, cette fameuse anecdote des sangsues qu'on retrouve dans le film Stand By Me, qui lui est vraiment arrivé d'ailleurs quand il était gamin. Je ne sais plus si c'était dans un lac ou dans un étang, mais en gros, ils sont allés se baigner avec des potes, alors que personne ne se baignait dans ces eaux-là et qu'ils ne savaient pas trop pourquoi. Et ils s'en sont rendus compte en fait en sortant, puisqu'ils étaient tous couverts de sangsues. Et effectivement, on en parle dans ce documentaire qui est assez particulier, puisqu'on suit Stephen King sur les lieux de son enfance, on y revient avec lui, et il nous raconte un petit peu des anecdotes qui lui sont arrivées quand il était gamin et qu'on retrouve souvent dans ses bouquins. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que le Maine, c'est un des États les plus ruraux des États-Unis. C'est un peu l'équivalent de la Creuse chez nous, Alors, on ne découvre pas forcément toujours Stephen King dans l'ordre chronologique de l'apparition de ses romans. Qu'est-ce qui vous a, plongé dans l'univers de cet auteur ? Par quoi vous l'avez découvert ? Tiens, on va commencer par Marie, par exemple. Alors, j'en avais lu à l'adolescence. J'avais lu Carrie, j'avais lu Shining. Moi, j'avais beaucoup aimé Dolores Claiborne. C'était vraiment Misery aussi. Et puis, il a fallu que je me replonge dans tout ça avec La Tour Sombre, puisqu'il y a tellement de références à tout ce qui a précédé, ce qui a précédé dans le temps, les derniers volumes, puisqu'en fait, il a commencé très tôt l'écriture de La Tour Sombre. Donc, en fait, je me suis replongée en Kingery après, au moment de la traduction, vraiment, Alors, Marie, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est comment est-ce qu'on se retrouve sur un projet aussi énorme que la traduction de l'intégrale de La Tour Sombre, alors que a priori, Stephen King avait un petit peu son traducteur officiel en France qui s'occupait de tous ses bouquins. Comment tu t'es retrouvé à la barre de la traduction d'un tel sommet de littérature fantastique ? Alors les droits de La Tour Sombre, enfin de la série qui allait venir, avaient déjà été achetés par le groupe Flammarion. Donc en fait, ils détenaient la suite de ce qui allait être écrit par King. Et en fait, je venais de rendre un gros roman chez Flammarion, le directeur qui était Noir de Jeter, qui était un très beau roman. Et le directeur de collection en était content et m'a confié un week-end un manuscrit en me disant voilà, là je te confie un truc, tu le regardes ce week-end. Il y en a pour 3 ans de boulot si tu dis oui, donc il y a d'autres volumes derrière. Bon, ça va être très très exigeant. C'est un auteur un peu connu, donc il va y avoir des précautions à prendre. Et donc j'emporte ce que je ne savais pas encore être le volume réécrit du Pistolero. Je lis pendant le week-end et puis je commence à me dire ça me rappelle quelque chose, cet univers. Et puis j'ai assez vite compris que c'était King et que donc l'aventure de La Tour Sombre était relancée. Donc je me suis donné les 48 heures de réflexion. Mais bon, quand on est traducteur et qu'on vous offre l'occasion de travailler sur l'auteur qui se vend le plus au monde et que pendant 3 ans vous allez être dans son univers du matin au soir, du soir au matin, on n'hésite pas très longtemps. J'imagine. Donc pour donner une petite étendue, c'est quand même plus de 200 millions de livres vendus, Stephen King.
à l'aube du 21e siècle. On parle de chiffres là qui s'arrêtent en fin 99. C'est l'auteur qui vend le plus, a priori, je pense. C'est certainement un des auteurs qui vend le plus en tout cas. Ça, c'est sûr, oui. Aux États-Unis, le premier tirage est en général d'1 million d'exemplaires en version anglaise et il s'écoule en quelques semaines. Donc après, il y a un second tirage qui est fait, etc. Mais quand il a sorti son premier truc, Carrie, là, ça a marché directement. C'est-à-dire, il est devenu immédiatement super vendeur ou pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi En fait, de mémoire, ça a bien vendu, mais sans plus. Du coup, l'éditeur Doubleday a permis en fait de vendre les droits d'auteur de poche. Et du coup, NAL a permis le succès. C'est là que la version poche a permis à ce que les ventes soient d'école. Et donc, à permettre le succès, donc l'adaptation cinéma et après tout s'ensuit. Ouais, ça a permis à Stephen King de quitter son boulot de professeur, d'arrêter de vivre dans une caravane et de commencer vraiment à exercer le métier d'auteur à part entière. J'ai lu un petit peu, j'ai révisé, on va dire, et il se faisait à cette époque $64 000 par an en tant que professeur. Et quand Carrie a été publié, il a reçu un chèque de $400 000. Donc il s'est vite... il s'est posé la question sûrement quelques secondes et puis il a choisi, quoi, ce que je pense que tout le monde aurait fait. Oui, donc au début de sa carrière, un petit peu rock'n'roll quand même, Stephen King, ça se sent un petit peu dans ses premiers romans. Suivent très rapidement Salem et Shining, encore deux gros morceaux dans l'œuvre de Stephen King. Je pense que juste pour terminer sur Carrie, je ne sais pas si on y reviendra, mais ce qui a aidé quand même aussi à faire décoller le bouquin, les ventes du bouquin et à lui donner une certaine notoriété, c'est aussi le film de De Palma. Parce qu'il s'est fait assez rapidement dans la foulée du livre. Le film doit dater de 76 ou de 77. Moi, je considère en plus que ce film, c'est carrément une tuerie, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment un de mes films. Je crois que c'est mon film préféré de Palma, de toute façon. Il ne faut pas négliger, à mon avis, l'apport de Palma sur vraiment le décollage de la carrière de King. En plus, Carrie a gagné le Grand Prix d'Avoriaz. Donc tout de suite, ça lui a donné une notoriété aussi en Europe, en France, parce qu'Avoriaz, c'était quand même célébré. Ça a lancé Spielberg, des cinéastes comme ça, quand même, mine de rien. Donc voilà, je pense que tout ça, tout conjugué, ça a donné un coup de pouce. Et tout de suite traduit, donc ? En fait, la version française a été publiée chez Gallimard en 76. Donc 3 ans après la version anglaise. Et à peu près à l'époque de la sortie du film. Est-ce que c'est un vieux bouquin rouge chez Gallimard ? Ouais, un vieux bouquin rouge. C'est celui que ma mère... bonjour maman. C'est celui que ma mère possède. Donc elle est fan de la première heure. Ça fait plaisir. Édition originale, c'est plutôt la classe. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore un petit peu sur la première partie de la carrière de Stephen King, les années 70, je sais pas, peut-être nous parler un petit peu de Salem ou de Shining ? En fait, donc le livre suivant, c'était Salem, qui a été rapidement aussi adapté au cinéma. Ensuite, Shining, donc au cinéma, c'était via Tobe Hooper. Après, Shining, qui également a été adapté au cinéma via Kubrick. Par Kubrick, quand même, excusez-nous du peu. Et donc là, forcément, ça a vraiment décollé, permis le décollement de... Enfin, Kubrick, c'est... François, non mais on a habité avec François, on peut ne pas aimer Kubrick, c'est pas un souci, c'est simplement que le mec est internationalement reconnu aussi, quoi. Non, c'est pas que j'aime pas Kubrick, c'est que en fait j'ai pas lu énormément de choses de King, j'ai lu Shining, j'ai vu le film, je me suis dit putain ça a rien à voir, donc je vais arrêter de lire les livres, je vais regarder que les films. Non mais King donc n'était voilà. pas content de ce film d'ailleurs, donc... ça a rien à voir avec le bouquin, j'en garde un très très bon souvenir. Le film, quand je l'ai vu, oui, c'est très bien, c'est un très bon film, mais c'est vraiment pas le bouquin. Donc je me suis dit, franchement, je regarderai avec les films, quoi. Parce que moi, je me souviens que j'ai découvert le bouquin après avoir vu le film. Et effectivement, malgré le fait que la fin était... Kubrick l'avait adapté de manière vraiment très très différente du livre, l'esprit était là, en tout cas, malgré quelques débordements de la part de Kubrick qui de toute façon voulait un petit peu proposer sa vision de la chose. Il y avait quand même l'esprit de l'histoire de Stephen King qui, je trouvais, était quand même pas mal conservé. C'est ce que Marie a dit tout à l'heure, c'est que Stephen King lui-même n'aime pas en fait l'adaptation. C'est pour ça qu'il y en a eu un remake qui a été fait par la suite, mais il apprécie beaucoup le film en tant que film d'horreur. C'est d'ailleurs un de ses films préférés. Ouais. Voilà. C'est la nuance que je voulais apporter. Il pense que le film est raté en termes d'adaptation. Maintenant, je voudrais quand même aussi apporter une nuance, parce qu'il est gentil, Stephen King, mais déjà, Edune, dans son bouquin, c'est une chaudière maléfique.
retranscrire ça en film, je suis pas persuadé que ça soit très pertinent. Deuxièmement, il y a une scène assez marquante dans le livre qui sont les animaux de buis. Labyrinthe. Les buis, voilà, donc qui sont les feuillages d'un labyrinthe, etc., qui prennent vie. C'est pareil en 78 ou en 79. Je suis désolé, voilà. Donc Kubrick, pour moi, il a fait un travail d'adaptation. C'est-à-dire qu'il a pesé le pour et le contre. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir retranscrire de manière honnête et correcte à l'écran ? Qu'est-ce que je vais zapper ? Parce que non, ça ne pourra pas rendre. On ne peut pas faire une adaptation littérale, c'est pas possible. Donc pour moi, il a fait les bons choix. Donc King, je comprends son discours quand il dit que l'adaptation est ratée à son sens, mais en même temps, faut pas qu'il exagère parce qu'il y a des trucs qui auraient sûrement rendu, qui auraient donné peut-être un aspect un peu bis au film quoi à l'arrivée. C'est plutôt cool d'ailleurs d'avoir un auteur qui, contrairement à d'autres, ne fait pas genre bon bah voilà, je vous cède mes droits, vous faites ce que vous voulez avec mes histoires. Et plutôt un mec comme Stephen King qui justement lui s'investit beaucoup dans les adaptations qui sont tirées de ses romans, parfois pour le meilleur et pour le pire, on est d'accord, hein, puisque justement quand tu vois la deuxième mouture de Shining qui a été faite, non celle de Stephen King mais celle qui a été adaptée pour le format télévisé, bon c'est vrai que c'est pas génial, alors que pourtant paradoxalement c'est plus proche du roman original, mais pourtant c'est pas bien. Donc on parlait de Shining, le roman, moi je crois que c'est le deuxième roman de Stephen King que j'ai lu après Carrie, je devais avoir 14 ou 15 ans, et c'est la première fois, en tout cas qu'en littérature, je ressentais un choc pareil, c'est-à-dire qu'avant j'étais choqué par les images dans les films d'épouvante, les films d'horreur, mais j'avais jamais été terrifié par un livre à ce point-là. Pourtant j'avais lu Carrie avant qui m'avait mis un petit peu mal à l'aise, mais Shining c'est la première fois où je me suis pris vraiment à fermer le bouquin, à le jeter au bout du lit et à plus pouvoir y toucher. J'avais même pas envie qu'il soit dans ma chambre pendant que je le lisais parce que j'avais l'impression qu'il avait un pouvoir maléfique, et c'est devant des choses comme ça que quand t'es ado et que tu grandis en banlieue et que la littérature généralement on te la présente à l'école, ça te fait un petit peu chier. Le premier bouquin que toi tu souhaites lire et que tu fais l'effort de lire, c'est Stephen King, et d'un coup le pouvoir de la littérature te saute à la gueule, tu te dis qu'en fait ça peut être tout aussi terrifiant que les images que tu vois sur un écran, parce que justement ce qui est impressionnant en fait quand t'es ado et que tu lis du Stephen King, c'est que le fantastique, en tout cas dans pas mal de ses romans, peut-être moins dans Shining parce que le lieu, l'unité de lieu est un petit peu particulière, mais quand tu lis des romans comme Carrie ou comme ça se déroule dans une sorte de quotidien un petit peu banal, et d'un coup le fantastique et l'épouvante te sautent à la gueule en gros, alors que t'es un petit peu dans un environnement familier. Je sais pas ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez lu un truc comme ça. Bah pour revenir sur Shining, moi perso je trouve que c'est un roman effrayant, hein. D'ailleurs c'est un des rares de King que j'ai lu 2 fois. Il me fait peur, ouais, clairement. Il y a des scènes vraiment malsaines dans le bouquin. Je pense à l'homme à tête de chien là, qui se promène dans les couloirs, toutes les allus du personnage, les petites filles qui ont été tuées par l'ancien gardien de l'hôtel, la fameuse dame de la chambre, combien ? Quelle chambre ? 217, je crois. 217. Enfin voilà quoi, il y a vraiment des passages de pure terreur dans le roman. Et avec les descriptions très détaillé et très naturaliste de King, ouais, c'est... Mais je pense que le point de vue de Marie est intéressant parce que Marie, elle a un gros avantage sur moi au moins, et peut-être sur Joe, Jérémy, c'est qu'elle connaît King en VO. Oui, alors moi ce que je peux dire sur la créativité de King, ça c'est vraiment, il y a la magie de la créativité, je saurais pas bien dire, mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappée en travaillant avec lui, c'est la cohérence de son imaginaire. C'est La Tour Sombre, c'est entre 3000 et 4000 pages de corpus en entier, mais il fait intervenir, notamment dans les derniers volumes, des personnages de tous les autres volumes précédents, enfin quasiment tous les romans qu'il a écrits entre-temps. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point tout se tient et tout s'interpelle. Donc en fait, moi je pense que... il a commencé l'écriture de La Tour Sombre très tôt, mais il l'a eu en tête pour tout le reste, et tout se répond. Donc je pense que il a des visions depuis le début, je pense depuis un âge depuis très jeune, je pense, il a des visions très très cohérentes, très très précises. Là tu parlais effectivement des hybrides animaux humains, ça revient aussi dans La Tour Sombre, et je pense que tout ça, c'est vraiment, il a une façon de maîtriser et d'apprivoiser son imagination qui passe par l'écriture, par la nécessité de le coucher sur le papier, et c'est d'une vivacité incroyable. Je pense que ce que nous on ressent à la lecture, c'est la violence de ses visions à lui. Et je pense qu'il y a un lien très très
très serré entre ce qu'il voit et ce qu'il transmet. Je pense que ça l'obsède depuis des décennies et que... De manière objective, Marie, toi qui as donc travaillé sur sa traduction directement, on va dire que tu es en quelque sorte... moi, je lis en français. Donc toi, tu as capté directement ce qui sort de son crâne, voilà, parce que c'est vrai que quand il y a un travail d'adaptation, on relit, on lit une deuxième version quasiment. Et donc, je voudrais, toi qui as l'habitude de traduire donc des romans, qu'est-ce que tu penses de son style de manière objective ? Est-ce qu'il y a des scories, il y a des choses qui te plaisent pas chez lui ou... Alors, bon, c'est un écrivain homme qui avec beaucoup de lecteurs hommes, donc moi je... Ah mais on s'aime beaucoup avec Stéphane, il n'y a pas de problème. Moi j'étais complètement happée par la puissance visuelle justement de ce qu'il écrivait. Donc il y a des moments où ça me faisait même oublier le style parce que c'était d'une vérité, d'une vivacité incroyable. Moi, il y avait des scènes qui, à moi, lectrice féminine, me paraissaient plus longues, des scènes de bataille qui, pour moi, étaient un peu longues. Mais de manière pragmatique, tu situerais comment ses points forts et ses points faibles d'un point de vue purement technique au niveau de l'écriture ? Alors, le point fort pour moi, c'est vraiment la cohérence. Ça, c'est incroyable, la cohérence de tout ce monument de l'imagination. Je parle pour La Tour Sombre, mais ça me paraît assez vrai pour les autres romans aussi. Y a pas de... Il ne se contredit pas, il n'y a pas de... Parce que ça, c'est assez fréquent même dans des romans plus courts que ça. Il arrive que les auteurs se contredisent eux-mêmes. Il arrive qu'il y ait des erreurs de... Bon, ça c'est un peu grossier, mais qu'il y ait des erreurs de nom de personnage d'un chapitre à l'autre, des petites... où on sent qu'il ne possède pas complètement le personnage. Stephen King, il est intégralement dans chacun de ses personnages. Et ça, c'est incroyable. On peut lui faire confiance. Moi, quand j'avais un petit doute et que je me disais, tiens, là, il y a un truc qui... C'était moi qui me trompais à chaque fois. Et pourtant, je suis d'une obsession dans la traduction, vraiment, tout m'arrête. Mais là, il y avait... pour moi, son grand point fort, c'est la cohérence. Alors après, dans le style lui-même, je pense que lui-même, il s'est fait plus plaisir sur certains passages. Et donc ça, on le sent. Il y a des passages qui, en tout cas dans toute la saga de La Tour Sombre, sont plus animés, tout ce qui entoure la rédemption de Roland, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la progression intérieure de Roland. Ça, on sent que ça lui tenait tellement à cœur que le style, là, il y a des moments où le style s'envole, quoi. Il y a des morceaux, je trouve, lyriques, vraiment magnifiques. Et puis, je pense qu'il y a d'autres endroits où peut-être, où il était moins possédé, quoi. Voilà, mais moi, voilà, le point fort, c'est vraiment c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu penses vraiment que quand tu t'as employé un terme possédé. Donc tu penses qu'il y a une sorte de muse qui s'exprimerait à travers sa plume, finalement ? Oui, moi je crois, quand on a communiqué pas mal, moi j'avais beaucoup de questions à lui poser parce que je traduisais en temps réel, donc quand je traduisais Les Loups de la Cala, par exemple, lui était déjà en train d'écrire Le Chant de Susanna. Alors je te coupe, excuse-moi rapidement par rapport à ça, justement, La Tour Sombre, ça représente une somme de travail répartie sur combien de temps ? En fait, il a plus de 30 ans, en fait. Là, Jérémy m'arrête si je me trompe, mais... 30-40 ans. Voilà, c'est ça, entre le moment où il a commencé à écrire Le Pistolero et le moment où il a terminé La Tour Sombre. Voilà, pour resituer un petit peu quand même, puisque depuis tout à l'heure, on parle de La Tour Sombre comme d'une saga, et c'est facile de s'imaginer que c'est une saga, ça a été écrit en 6-7 ans. Ça couvre quand même plus de 30 ans. Par contre, pour revenir à la cohérence, il faut savoir qu'après, avant de réattaquer le 4e ou 5e tome, il avait recruté une assistante, Robin Furf, qui avait travaillé justement sur Concordance, qui est le guide pour savoir tous les personnages et tout ça. Donc ça a dû contribuer à la cohérence, mais ça montre la complexité de l'univers et donc même l'auteur était entre guillemets perdu. Oui, elle racontait d'ailleurs cette femme Robin Furf là, qui a écrit les 2 concordances que j'ai traduites ensuite, et ça a été sans doute un des casse-têtes les plus infernaux de ma carrière. Elle raconte qu'elle se faisait des grandes cartes par terre avec les plans, tous les lieux où se produisait l'action, qu'elle mettait des post-it de couleurs différentes pour les personnages selon les romans dans lesquels ils apparaissaient, qu'elle décollait une partie, elle en recollait une autre, et qu'elle s'arrachait les cheveux, qu'elle restait c'est de la folie, ça démontre bien la complexité de l'ouvrage. Alors oui, justement, la cohérence des lieux et la manière dont ils sont décrits chez Stephen King, c'est assez incroyable. Par exemple, alors moi je vous parle, je suis absolument pas un technicien de la littérature, c'est-à-dire je suis un lecteur de base, donc je ressens juste ce que je lis, et effectivement chez Stephen King, très rapidement, j'ai été capable de me faire vraiment, de me dresser à l'intérieur de mon imaginaire l'image
des lieux dans lesquels l'action se déroule. Par exemple, la ville de Derry dans ça, très très vite, j'ai réussi à me faire la topographie du truc parce que ces descriptions, sans être trop appuyées, sont pourtant extrêmement précises. L'hôtel de Shining également, il a toujours été super clair dans mon esprit et c'est assez dingue. Je sais pas si ça fait partie d'une démarche de l'auteur ou pas, mais c'est... C'est intéressant ce que tu dis, et c'est clairement lié à son style. C'est un écrivain naturaliste. Oui, ça dans les descriptions, il est très très fort. Voilà. Ça, c'est vrai qu'il a un sens à la fois de l'analyse et de la synthèse. C'est-à-dire qu'il montre à la fois une vue d'ensemble et les détails, le tout petit détail qui cloche, qui fait qu'on va basculer complètement dans une autre atmosphère. Et les lieux sont toujours des personnages à part entière. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des influences de Stephen King ? Parce que même si c'est sûr qu'il a un univers très personnel, il a également été... On en a déjà parlé, influencé par le Maine dans lequel il a grandi, mais je crois qu'il était également féru de cinéma fantastique, de science-fiction, également de littérature d'épouvante. Enfin, je veux dire, quand tu lis du Stephen King, tu te dis que c'est pas possible qu'il ait pas lu du Lovecraft ou du Edgar Allan Poe. Est-ce qu'il en a déjà parlé ? Oui. Ben, il y a un essai qui s'appelle Anatomie de l'horreur, dans lequel en fait il parle du cinéma et de la littérature fantastique, et donc là il parle de toutes ses influences, de toutes ses lectures, etc. Et il faut se rappeler quand même que c'est un auteur très féru donc, de littérature, et que je ne sais pas si c'était le cas jusqu'à récemment ou quoi que ce soit, mais il a toujours un livre dans sa poche, ou en tout cas au lycée il avait toujours un livre dans sa poche, etc. Bon. Que ce soit de la littérature un peu plus classique, par exemple avec Le Seigneur des Mouches de Sa Majesté des Mouches. Voilà, c'est ça. Ouais. Sa Majesté des Mouches, ou que ce soit des auteurs comme Shelley ou plein d'autres auteurs vraiment différents, Lovecraft, Poe. C'est clairement, il est fan de Lovecraft, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a même une nouvelle qui s'appelle Crouch-End, qui est un peu un univers Lovecraftien à Londres. Ouais, Dans l'énigme, Stephen King, il y a aussi un passage assez particulier de sa vie. Après, il avait déjà du succès, et après avoir publié un petit paquet de romans, il a décidé de prendre un pseudo. À savoir Richard Bachman, et c'est une période qui a duré à peu près 6 ou 7 romans, ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi il a fait ça ? En fait, ce qu'il expliquait, c'est que il voulait pas publier des romans d'un univers différent, peut-être un peu plus violent et plus ancré dans le quotidien, sous le nom de King, et il voulait également voir en fait comment allaient se vendre ses livres sans le nom de King. Voilà. D'accord, très bien. Et ça s'est aussi bien vendu finalement ? Essentiellement après que le poteau rose ait été découvert par un étudiant d'ailleurs, américain, qui a fait le rapprochement entre les deux auteurs. Il avait remarqué le rapprochement de style, et après il avait remarqué les copyrights sur un des romans, je crois que c'était La peau sur les os, et il avait fait le rapprochement puisque c'était le même agent littéraire. Après il s'était renseigné à la Bibliothèque nationale, quelque chose comme ça. Voilà, et puis un journal, il a contacté un quotidien qui a sorti l'affaire, et puis King, il n'a pas cherché longtemps à cacher le truc, parce que bon voilà, et 3 jours après, les ventes ont quadruplé. Et par la suite, il l'a tué. Il a déclaré qu'il était mort d'un cancer. Quelque chose comme ça, ce qui n'a pas empêché par la suite la veuve de l'auteur fictionnel, de retrouver des manuscrits. Voilà. C'est d'un point de vue marketing, je trouve ça carrément pas idiot. Donc je sais pas trop. King fait pas ça pour le fric, parce que du fric il en a depuis le début des années 80. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas si c'est une pression de ses éditeurs, ou si de temps en temps il veut un peu sortir de ses ornières habituelles. Moi, je crois que c'est fait sans cynisme en fait de sa part à lui. Je pense vraiment qu'il avait vraiment la volonté de voir. Je pense qu'il se pose la question de la valeur de ce qu'il écrit depuis le début. Et comme c'est un auteur qui se vend beaucoup, bon, c'est moins un tabou aux États-Unis, mais en France, on a l'idée que si on vend beaucoup, on n'est forcément pas un auteur d'une grande qualité littéraire. Donc ça serait un grand débat. Mais je pense qu'il s'est toujours demandé quelle était la vraie valeur de sa créativité. Donc là, il avait vraiment envie de se mettre à l'épreuve, et quand il se met en scène dans ses romans comme auteur, je crois qu'il y a vraiment, c'est une façon à la fois de faire preuve d'autodérision et puis de s'interroger profondément. C'est presque métaphysique chez lui, quoi. C'est quelle valeur j'ai. Je crois que cette question... Cela dit, il a quand même vachement... il a tendu le bâton pour se faire battre à une période de sa vie, parce qu'il s'est comparé lui-même à de la littérature McDo. Qu'est-ce qu'il n'a pas été dire ce jour-là ? Parce que ça a été repris en long, en large, en travers par tous les critiques de l'époque.
y compris en disant bah voilà, il le reconnaît lui-même. En gros, il fait de la merde. Ça l'a suivi assez longtemps, ça. Hein. Oui. King, il a quand même été. Alors, ça doit être dû à son succès populaire. Pas seulement donc en Europe, y compris aux États-Unis. Il a quand même toujours été considéré donc comme un romancier. Certes, il vend beaucoup, mais c'est pas de la grande littérature. C'est un peu péjoratif. Puis ça s'intéresse à l'horreur, principalement au fantastique, qui n'ont pas toujours été des genres non plus très reconnus dans les milieux autorisés, on va dire. Donc ça, plus la conjugaison de ce qu'il a dit, etc. Pendant 20 ans, facile, il a été considéré presque comme un auteur mineur. Hein ? Un auteur populaire. Par contre, il gagnait beaucoup de récompenses littéraires dans le domaine du fantastique. Et ces dernières années, il récupère de plus en plus d'awards pour l'intégralité de sa carrière. Pour moi, il y a eu un espèce de retournement de veste général il y a une dizaine d'années, je dirais, ou dans les années 90, ça a été progressif. Voilà. Mais aujourd'hui, enfin, il est considéré, à mes yeux en tout cas, il a acquis un statut d'auteur renommé et de qualité, je dirais. Et les détracteurs d'hier, aujourd'hui, reconnaissent qu'effectivement, c'est un auteur américain sur qui a marqué l'histoire, en fait. Ça y est, aujourd'hui, c'est vraiment acquis. Et c'est écrit noir sur blanc. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis autant d'années à s'en apercevoir, quoi. Alors que c'est leur métier, à la limite. Bien sûr. Bien sûr, parce que Stephen King, justement, c'est pas que un auteur d'épouvante. Il s'est essayé à quand même pas mal de genres, finalement, au cours de sa carrière. Combien de récits et de romans il a publié, Stephen King ? Il a publié environ 50-60 romans, 150 nouvelles et à peu près 400 essais. Et ça fonctionne de la même manière quand il va là où on l'attend pas forcément, parce que des lecteurs qui se plongent dans une saga comme La Tour Sombre et qui sont habitués au Stephen King, vraiment des romans fantastiques, d'horreur et d'épouvante, il y a de quoi être un peu pris au dépourvu, parce que si je me trompe pas, je suis pas un spécialiste, mais La Tour Sombre, le postulat de base, c'est une sorte de western post-apocalyptique métaphysique. Ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc il y a de quoi être un peu perdu au début. Oui, ben ça a surpris ses lecteurs, et puis, mais c'est une œuvre majeure pour lui. Alors je vais citer ce qu'il en dit et qu'on entend un peu partout, c'est qu'il dit que c'est le Jupiter du système solaire de son imagination. Donc c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il a écrit. Donc en fait, ça résume tout. Ça résume tous les genres, ça résume tous ses styles d'écriture à lui. Mais c'est vrai que je pense que ça a déconcerté les lecteurs qui le connaissaient comme auteur de fantastique. Ça a tellement déconcerté en fait l'éditeur avant tout que La Tour Sombre n'était pas indiquée dans la bibliographie des livres en fait qui étaient publiés après les premiers tomes de La Tour Sombre. Et du coup un jour il est apparu dans la liste de la bibliographie, donc à côté de la page de titre, etc. Et il y a eu beaucoup de lecteurs qui étaient décontenancés dans le sens où ils n'avaient jamais vu ce livre-là et ils avaient contacté l'éditeur pour le trouver. Et la première version était sold out, et après il y a eu des réimpressions, etc. Mais du coup, au départ, c'était autrement. C'était autre chose. Est-ce que Marie, tu as vu, en ayant bossé du premier au dernier tome, est-ce que tu as senti une évolution de son style ? Oui, sur 30 ans, oui. D'abord, je trouve que les 3 derniers volumes, qui sont donc les plus longs et les plus denses, sont plus achevés. Il y a quelque chose, tu parlais tout à l'heure, Jérémy, de quelque chose d'assagi sur ces 10 dernières années, et je trouve que ça se sent. Il y a une espèce de profondeur, de sérieux, il y a un attachement au personnage aussi. Je dirais pas qu'il y avait du cynisme au début de la série, mais il y avait une vraie distance par rapport au personnage, même par rapport à Roland, personnage principal. Alors, j'ai l'impression qu'il a évolué en même temps que ses personnages, et donc le style aussi. Et d'ailleurs, quand ça représente 30 ans de vie, on n'est pas très étonné. Il est passé d'un gamin de 22 ou 23 ans à un homme devenu entre-temps célébrissime, acclamé et décrié à la fois. Forcément, tout ce qui lui est arrivé humainement se ressent dans La Tour Sombre. Et oui, le dernier volume est un accomplissement, je pense, humain autant que littéraire, quoi. Alors justement, à ce moment-là, lui arrive l'accident. En 1999, Stephen King est renversé par une camionnette et il passe vraiment très très proche de la mort. Et justement, cet accident, il le met en scène, donc dans La Tour Sombre, dans le volume numéro 6, Le Chant de Susanna. Et justement, cette expérience, est-ce que vous pensez que ça rentre dans le cadre d'évolution de l'auteur ? Parce que tu disais, toi, Marie, que pendant que tu traduisais, tu sentais que
ce passage de sa vie avait eu une incidence sur la manière dont il appréhendait ses personnages. Est-ce que pour vous, ça a eu, au-delà de ça, vraiment des répercussions sur toute la carrière, toute la suite de la carrière de Stephen King ? Oui, d'abord, je pense que il a eu très très peur, et puis ensuite, ça a quand même modifié tout son état de santé dans les années qui ont suivi. Il a eu un poumon perforé quand même, et des problèmes pulmonaires graves après. Oui, il y a eu une espèce de prise de conscience de la violence de ce qui bascule. Et pour quelqu'un qui a écrit sur l'horreur toute sa vie, je pense que le vivre en instantané, ça a été forcément une expérience incroyable. Et oui, je pense que ça a forcément joué, en tout cas sur l'écriture de la suite de La Tour Sombre. Après, oui, ça me paraît certain. D'ailleurs, à ce sujet-là, Marcia De Filippo, donc l'assistant de Stephen King, a déclaré il y a à peu près un an ou environ que Stephen King avait donné comme consigne à son fils Joel, qui est également auteur, de reprendre La Tour Sombre si jamais il décédait, puisque c'est une saga qui l'a tellement marqué, et donc il voulait vraiment qu'elle se termine. Et pour revenir donc à l'impact de cet accident sur son œuvre, en fait, Histoire de Lisée parle d'un auteur à succès qui est décédé, et donc c'est l'histoire de sa veuve. Et donc il y a le côté des collectionneurs, etc. Mais du coup, on remarque bien l'importance que l'accident a eu, puisqu'il parle d'un décès d'un auteur à succès. Donc du coup, il s'est un peu projeté dans ce que pourrait vivre sa femme après son décès. Ouais, d'accord, ok. Et donc La Tour Sombre, ça y est, tu nous affirmes que c'est complètement terminé. Des bruits courts qu'il est en train d'écrire un 8e volume. Et en fait, moi, je trouve assez crédible l'idée qu'il est en train de faire une suite. Parce que tu serais aux premières loges pour le savoir, normalement. Pour l'instant, les infos sont très confidentielles, mais tout était très confidentiel au moment de la traduction de La Tour Sombre. Donne-moi un scoop, Marie. Non, mais moi, pour l'instant, j'ai pas d'infos officielles. J'ai entendu le bruit. Peut-être que Jérémy, d'ailleurs, en sait plus que moi là-dessus. Il prévoit d'en écrire un 8e, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Mais il réfléchit, en fait, à La Tour Sombre 8 et également à un Shining 2 qui s'appellerait Dr. Sleep. Ah, mais ça fait très très longtemps qu'on en parle de ça. On entend souvent parler en fait de rumeurs qu'il y aurait par exemple des suites, ou alors il y a une époque il évoquait un croisement entre deux romans, c'est-à-dire le protagoniste de Dolores Claiborne et de Misery, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a toujours des rumeurs qui font que... Moi, je voudrais revenir un peu sur son accident, parce qu'on l'a survolé un peu trop rapidement. Déjà, premièrement, je dirais que suite à l'accident, il s'est dit « je vais finir La Tour Sombre ». Oui. Donc c'est déjà une première chose, parce que ça traînait. Et il s'est aperçu ce jour-là que la vie, on peut la perdre à chaque... Donc premièrement, ça a eu une influence sur sa productivité, je dirais. Oui, parce que c'est vrai que depuis l'accident, en plus, il enchaîne. Il a toujours été prolifique, mais ces 10 dernières années, des romans, on en voit un par an, tout le temps, ça n'arrête pas. Deuxièmement, quand il a eu l'accident, il a écrit le bouquin qu'il a écrit dans l'enchaînement de cet accident, c'est Dreamcatcher. Et au début, dans la préface, il explique qu'il en a écrit une grosse partie à l'hôpital, et il a redécouvert, je dirais entre guillemets, les vertus de l'écriture à la main. Parce que comme il était handicapé avec tout ce qu'il a eu comme soins, etc., Dreamcatcher, il en a écrit une grosse partie, je me demande même, peut-être pas l'intégralité, mais une grosse partie, c'est un roman épais quand même, faut le dire. Il l'a écrit donc avec un stylo bic sur des feuilles, quoi. Donc et ça, il en parle bien dans sa préface, je m'en souviens pas, mais je me rappelle bien de cette anecdote. Et il en a souffert, parce qu'il a eu mal à la main, t'imagines, Dreamcatcher, c'est... Et donc, je trouve que ça a vraiment changé son rapport avec tout ce qu'il écrivait. C'est vraiment la nature de ce qu'il écrit. Quand on lit Dreamcatcher, c'est assez frappant, parce que, au début du roman, du moins, une bonne partie... C'est un roman qui explore... c'est un roman qui est crade, je trouve, par moment. Il y a le premier personnage qu'on rencontre au début de Dreamcatcher... je vais le dire comme c'est dans le roman, mais il a mal au bide et il pète pendant je sais pas combien de pages. Et si tu veux, je trouve qu'il y a un espèce de rapport charnel. Tu vois et j'ai l'impression que tout ça, ça lui est venu parce que après l'accident, il a eu un propre rapport avec son corps. Oui. Enfin, il s'est rendu compte qu'on était en chair et os, qu'on était fragile, qu'on pouvait perdre n'importe quoi, n'importe quand. Et je trouve que ça se ressent vachement à la lecture de Dreamcatcher. C'est un roman qui est un peu particulier dans tout ce qu'il a pu écrire. C'est vraiment imprégné. Et il y a un de ses personnages centraux au début qui a un accident de bagnole. Un professeur, c'est une bande de 4 mecs au début de Dreamcatcher. Il y en a un, c'est un professeur, et il se fait renverser dans les 15 premières pages, quoi. Donc voilà. Mais ça, le rapport au corps, là, oui, tu as complètement raison. Je me rappelle avoir eu un échange avec lui au sujet du personnage de Roland dans La Tour Sombre qui a des rhumatismes.
Et il a un moment, il décrit le rhumatisme d'une manière incroyable. Enfin, moi, j'ai moi-même une maladie rhumatismale, donc je lui ai dit, à un moment, je lui ai posé la question en disant, mais comment c'est incroyable le réalisme. Et il m'a répondu, c'était un mail très touchant, où il me répondait qu'il fallait avoir vécu soi-même la douleur pour être crédible une seconde quand on parlait de la douleur. Et je pense que comme, en plus, l'accident s'est conjugué à la question du vieillissement, qui pour lui est quand même importante, et de la question de la dégradation du corps. Et effectivement, ce que tu dis me paraît très juste. Il y a eu ce corps qu'il avait malmené et qui tout à coup lui disait attention, quoi, à la moindre alerte. En plus de ça, il perd la vue. Oui, voilà, il y a ça aussi. Il Pour un a- auteur, Mais alors ouais, justement, le fait de perdre la vue pour un auteur aussi visuel que Stephen King et qui en plus s'implique beaucoup dans l'adaptation visuelle de ses romans, que ce soit au cinéma ou à la télé, est-ce qu'il en parle justement de ça dans des interviews, Jérémy? Peut-être que tu en sais un petit peu plus. Tout ce que je sais, c'est que, à mon avis, il va souffrir d'un point de vue psychologique le jour où il perdra vraiment la vue, puisque c'est une dégénérescence qui, je crois, ne peut pas être opérée. Et du coup, pour quelqu'un qui lit beaucoup, qui va éventuellement pas mal au cinéma, mais qui écrit beaucoup également, qui vit donc dans un univers créatif, ça risque vraiment d'être compliqué. Il avait déclaré plusieurs fois que lorsqu'il prendrait sa retraite, il continuerait éventuellement à écrire, même sans le publier. Là, s'il est aveugle... Pour moi, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'arrêter d'écrire. C'est quelqu'un qui arrêtera d'écrire, malheureusement, quand il sera mort. Tant mieux pour nous, parce qu'on va encore, j'espère, en avoir pour longtemps. Et justement, il y a un bouquin qui sort tout juste, là, Under the Dome, qui sort en 2 parties en français d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un l'a lu ? Donc moi je l'ai lu, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un roman de plus de 1000 pages, donc c'est vraiment un retour aux sources comme ça. Et Le Fléau, c'est vraiment un gros pavé, un roman épique par rapport également à La Tour Sombre, moins épique que La Tour Sombre quand même. Et donc c'est une ville qui se retrouve bloquée sous un dôme dont on ne devine pas l'origine, au moins rapidement. Et du coup, il y a tout le côté politique. Qu'est-ce qui se passe sous la ville, comment l'ordre va être régi, etc. Et donc, il y a également un politicien, donc qui est un ancien vendeur de voitures, qui est véreux, et donc forcément, il cherche à gagner du pouvoir, etc. C'est un sujet qu'il avait déjà évoqué notamment dans Brume, une nouvelle, c'est-à-dire des habitants qui sont bloqués dans un supermarché, enfin bloqués, pas vraiment, mais ils décident de ne pas sortir puisqu'il y a une brume, voilà, il y a une brume complète dans laquelle se trouvent de nombreux monstres qui risquent de les tuer s'ils sortent. Donc, voilà. Et donc c'est un sujet qu'il avait déjà évoqué, mais cette fois c'est plus le côté politique, alors que dans Brume il y avait le côté religieux et également mystère. Mais c'est vrai que c'est une constante dans ces livres. Enfin, c'est vraiment une thématique qui revient souvent. Les gens bloqués, Jessie, elle est enchaînée à son lit. Il y a souvent Dolores Claiborne, ça se passe sur une île coupée du monde. Il y a beaucoup de choses insulaires. Enfin, dans pas mal de romans, on retrouve comme ça. Donc dans Brume, ils sont dans un supermarché. Je pense que on pourrait, dans Shining, ils sont dans un hôtel au milieu de rien du tout. Ouais, la ligne verte, ça se passe dans des petites cellules. Alors je sais pas ce il veut exprimer par là, même inconsciemment. il y a les personnages enfermés en eux-mêmes aussi, quand même. Il y a Susanna avec la personnalité d'État ou d'État. Il y a l'enfermement dans l'indépendance. Il y a tout ça. Je crois que l'enfermement, c'est une thématique chez lui, à la fois mise en scène géographiquement, mais aussi intérieurement, quoi. Et qu'est-ce qu'elle exprime, d'après toi, Marie oui, alors ce serait... Toi qui as eu la chance et le privilège, je dirais, de communiquer avec lui, qu'est-ce que tu as... Est-ce que tu as communiqué, j'imagine, quand même assez régulièrement, oui, de manière... voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Stephen King, l'homme, en fait, et pas l'écrivain? Oh là là, il y a des tas de choses. Justement, c'est ça qui est lui, très intéressant. Il disait qu'en fait, ce qu'il prétendait, c'est qu'il était un homme très simple, en fait, avec un intellect très simple, ce qui est un peu difficile à croire, mais bon, c'était ce qu'il disait, que c'était un bon gars du Maine. Ça, c'est ce qu'il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'ai ressenti une immense sensibilité, ce qui n'est pas très difficile à deviner, mais quelqu'un de très, très, très soucieux de la manière dont on va le comprendre. Et là, il était d'une telle rigueur sur les questions de langue et sur les questions de cohérence sur les personnages. Enfin, il répondait avec beaucoup de cœur à toutes les questions que je lui posais. Et puis quelqu'un qui était très touché, qu'on s'intéresse vraiment profondément à ce qu'il faisait. Moi, j'avais quand même pas le choix et c'était le b.a.-ba d'être impliqué dans ce que je faisais. Bon, voilà, c'était... Mais il était très intéressé par toutes les questions de détail et il y a des choses touchantes quand j'ai eu
terminé de traduire La Tour Sombre, donc je venais de passer 3 ans quand même en immersion totale avec lui, à vivre vraiment dans sa tête, quoi. Ce qui était une expérience assez troublante. Je lui ai écrit un mail, je crois le lendemain du jour où j'ai rendu le manuscrit, le dernier manuscrit, pour lui dire voilà, c'est terminé, on vous tient au courant, mais bon, c'était une expérience incroyable et je suis très troublée, j'en sors changée. Et il m'a répondu un mail. Alors parfois il passait par son agent pour certaines questions, mais pour les questions importantes, il répondait lui-même. Il m'a répondu un mail qui doit faire une dizaine de lignes et qui est pas un roman fleuve, mais dans lequel il me parle en langage pistolero, avec des grands merci side et voilà tout ça tout le long. Et avec vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de la connivence et il y avait un vrai partage humain, quoi. Et je crois que c'est quelqu'un qui ne sera jamais rassuré sur ses qualités d'écrivain. Moi, j'ai l'impression. Enfin, Vraiment tu penses qu'il n'a pas confiance je crois qu'il est très content du succès. Et puis il a une partie d'amour-propre qui se dit quand même que c'est pas un hasard complet. Mais je pense qu'il considérera toujours qu'il a des preuves à faire. Moi, je vois aussi dans cette voracité à écrire, je vois ça aussi, quoi. La nécessité de... Il y a quelque chose à prouver qui est sans fin. Et qui est assez touchant, moi je trouve ça... Il y a des critiques littéraires qui le comparent à Charles Dickens un peu, pour tout ce qui est tout son côté par rapport à son style, je dirais, Ouais. toutes ses descriptions. En fait, je trouvais qu'il y avait une chose intéressante à son sujet, c'est que il y a des historiens, des critiques qui affirment que dans 200 ou 300 ans, si on veut une photographie de l'Amérique des années 60, 70, 80, quelque chose vraiment de fidèle et vraiment qui a encore une valeur historique. On n'a qu'à ouvrir un livre de Stephen King. C'est quelqu'un qui décrit beaucoup les choses et de manière détaillée, précise. Et je trouve ça, vraiment, moi, quand je lis un de ses bouquins, je suis transporté dans l'époque qu'il a choisie. Et on n'a pas parlé du thème de l'enfance chez Stephen King, qui est aussi, parce qu'on parle beaucoup du thème de la communauté et tout ça, mais le thème de l'enfance est vraiment très très important. Je pense particulièrement à ça, où on suit vraiment le destin d'une bande de gamins, un petit peu le club des ratés, et on les suit lorsqu'ils sont enfants et ensuite 25 ans plus tard, il me semble, et on voit justement le rapport de l'adulte à l'enfance. Il y a le petit héros Danny de Shining également, qui est un enfant livré à lui-même. Stand By Me, où on suit encore une troupe d'enfants qui sont à la recherche d'un cadavre, qui est à la limite de l'autobiographie, Stand By Me. Oui, et aussi une très nostalgique d'une époque. Oui, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants, de jeunes adolescents qui partent en forêt à la recherche d'un corps, d'un cadavre dont l'un du groupe a entendu parler, et finalement ça se transforme petit à petit en sorte de parcours initiatique, ce roman. Est-ce que dans La Tour Sombre également il y a des références à l'enfance? Est-ce que le thème est abordé? Tout à fait. Il y a déjà le personnage de Jake qui fait partie du cathète de Roland et donc qui l'accompagne. Et puis, oui, la progression de la relation entre Roland, donc le personnage principal qui est une sorte d'incarnation, enfin qui n'est pas une incarnation de King, mais on peut dire que c'est sa voix principale. Donc la relation entre Roland et le personnage de Jake, ce jeune garçon, oui, ça, on va dire que ça résume toute la relation à l'enfance, moi je dirais, parce que il y a des questions majeures qui sont soulevées. Il y a la question de la trahison de l'enfance, puisque bon, la relation avec Jake, c'est circulaire, donc il y a des situations qui se répètent, mais il commence, le pistolero, Roland commence par laisser tomber au sens propre Jake, et puis au fur et à mesure que l'histoire avance, l'attachement grandit, et il finit par devenir une espèce de père spirituel pour lui, et donc la relation à l'enfance, entre le monde adulte et l'enfance se construit et se bâtit. Et puis il y a Jake, c'est une espèce de... Il a le Shining, lui aussi, il est joué du Shining, comme l'était l'un des compagnons d'enfance de Roland aussi, Alain, qui lui aussi avait le Shining. Donc les enfants sont dépositaires, je trouve chez King, d'une espèce de puissance d'intuition et de vision, une espèce de force de pressentiment qui a quelque chose de sacré pour King, je crois. Il a un rapport à l'enfance qui a quelque chose de sacré. Qu'il perd en vieillissant, justement, enfin qui est réservé à l'enfance. Dans ça, en tout cas, ils perdent l'innocence de voir ce qui se passe. Ça, c'est un roman un peu particulier de Stephen King. C'est un de ceux, en tout cas, j'ai l'impression, qui s'attaque le plus de front vraiment au sujet de l'enfance et des peurs enfantines. Ça parle aussi, ça parle d'homosexualité, ça parle de sexualité entre préadolescents.
C'est un des premiers romans de King que j'ai lu, je crois, après Carrie et Shining. Et ça m'a vraiment traumatisé, donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on en parle un petit peu, mais ça me fait penser, est-ce que justement King s'est souvent retrouvé mis face à la censure, parce qu'il y a quand même pas mal de romans où il va quand même très très loin dans ses propos et dans les choses qu'il nous décrit. Oui, par contre, il a pas fait l'effet de censure, mais il a écrit contre la censure pour se plaindre, notamment, je sais plus si c'était en Virginie ou quoi que ce soit, que certains romans étaient interdits dans les bibliothèques. C'est un sujet qui lui tient à cœur, mais il n'a jamais été, à ma connaissance, en tout cas censuré. Peut-être parler directement via l'éditeur, mais... Objectivement, Non. il y a Par plus trash que Stephen King. Hein. Je trouverais ça gonflé qu'il soit censuré d'une manière ou contre, d'une il autre. s'est auto-censuré sur Rage, puisque c'est un ouvrage dans lequel il y a un adolescent qui prend en otage une classe de lycée. Et du coup, après Columbine, dans lequel le casier donc, des étudiants qui ont perpétré le massacre, en fait, Rage se trouvait, il a décidé de ne plus rééditer le bouquin, puisque... il était entre guillemets critiqué pour avoir certainement incité. Bon, il y a Metallica, etc. Mais bon, c'est toujours le même débat. Est-ce que ça incite ou pas? Mais du coup, volontairement, il a dit je veux pas le réimprimer pour ne pas tenter éventuellement des adolescents. Et King, il n'a pas des organismes ultra catholiques ou ultra conservateurs comme il y a tant aux États-Unis qui courent après le moindre démon et il y a personne aux États-Unis qui lui intente des procès ou des choses comme ça. Mais il y a toujours de toute façon des œuvres, des associations chrétiennes qui diront faut pas le lire, etc. Mais il n'est pas spécialement attaqué plus que d'autres. Non, et puis King, c'est presque un fervent dévot, je dirais. Hein. Quand on lit La fin du fléau, excusez-moi, mais c'est quand même la main de Dieu c'est un Deus ex machina, quoi. La main de Dieu qui arrive littéralement et qui clôt l'histoire. Moi, je crois que c'est un grand mystique. Hein. Non, mais voilà, donc je veux dire, c'est vrai que d'un côté, il peut être critiqué par des religieux ultra conservateurs, mais je sais pas trop, finalement, ces gens-là, finalement, ne connaissent pas son œuvre parce qu'il suffit de leur donner le fléau à lire et de leur dire, bah voilà. Dans Désolation, c'est la bataille du bien contre le mal. Hein. C'est King, je dirais que on peut pas dire qu'il est exemplaire et parfait. Je dirais que pour moi, à mon sens, quand justement, je le trouve un peu trop manichéen parfois. Et souvent manichéen dans le sens où il va opposer une volonté divine, donc Dieu, à des démons, etc. Et moi qui suis de conviction athée, quoi, enfin voilà, dans mes convictions personnelles, ces histoires-là me parlent moins du coup. Enfin, ces résolutions, ces d'intrigues comme dans le fléau qu'il faut intervenir, donc une volonté divine. Tout de suite, moi, ça me fait sortir du roman parce que voilà, ça me parle pas. Dans Désolation, j'ai du mal aussi, du coup, parce que le gamin qui se bat contre Tac, le démon de Désolation, c'est pareil, il y a des interventions divines, il y a Dieu qui s'exprime à travers lui. Et ça, je trouve que c'est le côté limite, moi, je le trouve légèrement trop catholique, intégriste à mes yeux. Et pourtant, il est critiqué par des franges beaucoup plus dures, justement. Mais ces gens-là n'ont pas lu ces bouquins parce que c'est quand même des livres qui se vendent à des millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est presque du prosélytisme pour moi quand il fait intervenir ces sujets-là. Donc, c'est paradoxal. Il se fait critiquer d'un côté par ces mêmes conservateurs alors que je trouve que c'est à la limite c'est un de ceux qui diffusent le plus la parole de manière en plus très décomplexée, quoi. Sur quoi il se base pour... L'extrémisme de la mère de Carrie. Ah, ça, ils l'ont pas digéré. C'est vrai que c'est un personnage vraiment effrayant. Ouais. Et dans le film de De Palma, il le retranscrit super bien, tout ce côté bigote, un peu horrible, quoi. Alors justement, La Tour Sombre, on parle d'une adaptation cinématographique. Ça va être de la merde. Il y en a qui sont optimistes, je vois. C'est inadaptable. Marie, toi qui connais bien La Tour Sombre. Alors là, si c'était à moi de le faire, je serais au bord du désespoir, je pense. Enchanté, emporté, mais... déjà, King lui-même imaginait et décrit d'ailleurs assez clairement le pistolero comme incarné par Clint Eastwood jeune. Donc pour trouver déjà un équivalent, ça va être costaud. C'est officialisé, ça ? C'est pas officialisé. Disons que les studios, en tout cas, ils ont déclaré clairement qu'ils voyaient pas d'autres personnes. Ils sont en train de négocier le contrat. Et a priori, l'acteur serait psychologiquement enfermé dans le rôle pour l'instant, mais il n'y a rien de signé officiellement. Ouais, quoi, en gros, ils ont vu le film des frères Cohen et puis ils se sont dit, tiens, on va prendre Barnum, c'est ça hein? Non, mais je suis sûr.
Mais ce sera peut-être un film de génie, hein. On ne sait pas, mais il faut. Mais c'est impossible, La Tour Sombre. C'est combien? C'est 4000 pages Marie Oui, c'est entre 3 et 4 Mais 000. c'est Bah, de inadaptable. J'en en fais. Voilà, Oui. tout le monde disait Le Seigneur des Anneaux, c'est inadaptable. Ils l'ont adapté et ils sont contents, les gens. Oui, mais là, c'est prévu en 3 films et une série. Ouais. Je sais plus s'il y a 1 ou 3 saisons de prévues. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'être fan pour ne pas attendre ça. C'est simplement que moi, je pense que d'un point de vue objectif, c'est un roman qui pour moi est inadaptable. Je vois pas. Alors oui, on peut me rétorquer Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, on peut y trouver des défauts, cela dit. Non mais voilà, parce que François il prend cet exemple, mais il aime pas les films. Je sais pas si. Je prends cet exemple, je dis pas que j'aime les films, je dis juste que tout le monde disait que c'était inadaptable et ils l'ont fait. C'est tout. Après, on aime ou on n'aime pas. Donc, c'est pas. Toi, tu trouves ça inadaptable, mais ils le feront. T'aimeras ou t'aimeras pas. Aujourd'hui, on peut tout adapter, quoi. Je veux dire, avec les technologies actuelles, il y a aucun souci. C'est simplement que je pense que c'est, à mon avis, il y aura le même problème que pour Shining, que j'adore, mais il y aura un problème d'adaptation. Ouais, moi j'ai l'impression que vouloir adapter La Tour Sombre au cinéma, c'est comme essayer de, je sais pas, d'adapter une sorte de quadrilogie de Jodorowsky, si tu veux, c'est infaisable. Qui a pu faire du Jodorowsky à part Jodorowsky, quoi. Voilà, je veux dire. Et comme Stephen King est un très mauvais réalisateur, je vois pas. C'est l'annonce. Il a réalisé des films, un film Stephen King, je crois, Maximum Qui est Overdrive. vraiment pourri, hein, disons-le. Hein. Non, c'est pas bien. La bonne annonce, c'est sympa. La musique d'ACDC, voilà. Pas de musique. Non, c'est un réalisateur raté. D'ailleurs, il l'a reconnu. Hein. Oui, Il s'est le dit très bon bah, clairement. Ouais, qu'il aurait adoré j'ai être fait doué, mais- parce que ce Maximum Overdrive, c'est dans les bacs à solde à 20 centimes d'euros partout, hein, dans le monde entier. Hein. En même temps, il a pas pris la meilleure histoire à adapter. C'est vrai. Ouais, il a un rapport assez particulier à la célébrité quand même, Stephen King, parce qu'il le dit lui-même dans les interviews qu'il ne souhaite pas signer des autographes sur des photos parce qu'il dit que c'est réalisé aux stars de Hollywood, aux stars de cinéma et certainement pas à des auteurs de littérature. Bah ça, c'est son côté modeste. Ouais, ouais. Et en même temps, pourtant, tu le vois dans les making-of, à chaque fois qu'il y a un de ses films qui est adapté, il est là, il est sur le plateau, il est super impliqué et il fait limite office de consultant, quoi. Pour moi, une des meilleures adaptations de Stephen King, c'est Cimetière. Et j'ai envie de dire comme par hasard, même si effectivement c'est pas un hasard, il a bossé directement sur le scénario. Il a écrit le scénario du film Cimetière. Donc il a adapté son propre roman au médium cinéma. Ça, c'est quelque chose qu'il a très peu fait parce qu'il écrit des livres à la base, il n'est pas scénariste. Et donc, sur la majorité de ses adaptations, je dirais 99%, bah, il a un droit de regard, évidemment, mais ça s'arrête là. Il dira oui, tu fais ci, tu fais ça, point barre. Mais Cimetière, il a vraiment scénarisé le film. Mais malgré tout, il a des réalisateurs autour de lui. Je pense à Franck Darabont, plus particulièrement avec The Mist, ou Les Évadés et La Ligne Verte, qui essayent de retranscrire consciencieusement la vision de Stephen King et de pas trahir un petit peu son propos de base. Ouais, mais voilà, Brume, The Mist, qui est un film que j'aime bien. L'adaptation, je la trouve vraiment de bonne qualité. Mais c'est pareil, il prend des libertés par rapport au livre. Je ne sais pas si Brume, c'est frais dans votre mémoire, Jérémy, par exemple. Mais à la fin, il y a des... Oui, la fin est totalement différente Voilà, du livre, mais voilà. ça, Stephen King, il me semble qu'il l'avait supervisé à la fin, et moi, je suis totalement d'accord sur le fait que la fin, elle est beaucoup mieux, elle est plus tragique. Tu préfères dans la le fin du film ? Ouais. Moi, je préfère la fin du livre. Par contre, Franck Darabont, il avait déclaré dans l'interview que la fin qu'il avait créée, elle est suggérée à la fin du livre, en fait. Puisqu'il y a 1 ou 2 éléments qui sont suggérés à la fin. Oui, parce qu'à la fin de The Mist, le livre, Spoiler. on ne sait pas ce qu'il devient, en fait. On trouve un magnétophone où il y a un mot, il dit voilà, je passe par là, telle date. Puis voilà, ça se termine comme ça. J'aime bien justement que ça laisse planer un mystère. Le film, il se termine. C'est presque gratuit, j'ai envie de dire. Il y a une volonté un petit peu de choquer. Oui, dans les adaptations de Stephen King, que ce soit au cinéma ou à la télé, il y a toujours cette sorte de relation un peu amour-haine. On parlait de Shining, justement. Il a toujours trouvé que c'était un bon film, le film de Kubrick, mais qu'il n'était pas fidèle à sa vision. Du coup, il a tenu à ce que ce soit re-adapté, cette fois-ci au format télé, sur un format beaucoup plus long, pour que ça puisse respecter la vision qu'il peignait dans le roman, Shining. D'ailleurs, ça a beaucoup été adapté en téléfilm, les romans de Stephen King sur des formats longs comme ça. Dès qu'il sort un bouquin, après, on l'annonce en film. Maintenant, ils adaptent tout, quoi. En tout cas, les droits sont achetés rapidement. Même Ouais, pas voilà. assez souvent avant la sortie du livre. Dôme, c'est déjà fait. Les droits sont achetés.
Ouais, le Dôme, ça a déjà été adapté dans Les Simpsons avant même que le livre sorte en fait, puisque ça parle déjà d'une ville coincée sous un dôme transparent où on ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur, mais en tout cas à l'intérieur c'est un petit peu le bazar. Mais en fait, je crois que Dôme, l'histoire de base, elle a été imaginée il y a très longtemps en fait. En fait, l'histoire de base, elle a été réécrite plusieurs fois, ou elle a plutôt été essayée d'être écrite plusieurs fois. Et Stephen King était un peu, entre guillemets, dégoûté qu'on le critique, enfin qu'on dise qu'il est plagié les Simpsons. Du coup, il a envoyé un 100 pages de manuscrit en fait d'une ancienne version qui s'appelle D'accord. The Cannibals. D'accord, ok. Ah, et qui était jamais sorti. Qui était en fait juste un manuscrit dans une caisse chez eux. D'accord. Et qu'il a retravaillé. Pourquoi il s'est décidé à ressortir Mais- cette histoire, on sait pas. Aucune idée, mais assez souvent en fait, ça doit être une idée qui a germé dans son esprit et qu'il travaillait. Ouais, qui attendait d'être à maturation en fait avant d'être sorti. Pour revenir sur les traductions, je me tourne vers toi, Marie, puisque on parlait avant de commencer à enregistrer ce podcast de la responsabilité que tu as en tant que traducteur de respecter l'esprit et ce que veut au départ transmettre l'auteur avec son roman. C'est pour ça que j'imagine que tu as beaucoup été en contact avec Stephen King via email pour ça va jusqu'à lui envoyer des mails sur qu'est-ce que tu préfères entre ce mot et ce mot, sachant que ce mot est plus connoté ainsi et l'autre. C'est comment on gère une telle responsabilité, parce que c'est en plus c'est Stephen King, donc j'imagine que tu as quand même une communauté de fans derrière qui attend avec un couteau dans chaque main. J'ai même une anecdote sur le couteau dans chaque main. Alors oui, d'abord, première chose, c'est vrai que oui, je communiquais beaucoup avec King, parce qu'en plus, comme on travaillait en flux tendu, j'étais en train de traduire un volume quand il était en train d'écrire le suivant, et avec tout le système d'énigmes et de jeux de mots qui émaille La Tour Sombre, je savais très bien qu'il y avait des choses qui allaient se révéler plus tard, mais donc j'étais dans l'obligation de traduire maintenant. D'autant plus tard, carrément dans un tome dans un tome suivant ultérieur, quoi, voilà, et que lui avait déjà tout en tête, mais que moi, si je faisais une erreur d'interprétation, ou juste si j'optais pour une interprétation qui n'était pas la bonne dans le volume 5, dans le volume 6, ça marchait plus, et donc c'était catastrophique. Donc d'abord, je lui demandais souvent comment telle ou telle énigme allait se dénouer ensuite, et puis après, bon, il y avait des choses qui ne se traduisaient pas, il y avait des noms de personnages qui étaient déjà apparus dans d'autres romans, donc ça, il n'y avait pas de question particulière, mais quand il y avait des jeux de mots sur un nom de personnage ou ce genre de choses, je lui soumettais plusieurs solutions, enfin en général 2, en lui disant celle-ci va plutôt dans ce sens-là et celle-là va plutôt vers un sens un une peu interprétation différente. Voilà, et donc lui m'aidait à trancher, et puis mais c'était un échange très intéressant. Et j'imagine. Et ce que tu dis sur les fans derrière, bon, de toute façon, je pense que un traducteur qui aime son métier, il se sent une responsabilité quel que soit le livre, sauf s'il traduit un guide de cuisine je pense que obscur, voilà, où là, bon, quand même, l'enjeu quoique littéraire. Si tu traduis pas bien la recette, c'est foutu. Hein. C'est fichu, effectivement, mais bon, je pense que l'enjeu littéraire est quand même, on sent qu'il est moindre, moins effectivement. Voilà. Mais là, il y avait une chose intéressante. Quand j'ai retraduit le Pistolero, la toute première phrase. Donc tu as retraduit intégralement le bouquin Oui. Alors il y avait des points communs entre l'ancienne version et celle que avait soumise King ensuite, mais oui, moi j'avais pris le parti, j'avais lu le premier Pistolero et pris le parti de vraiment après le refermer et refaire une traduction totale. D'accord. Et la première phrase, c'est l'homme en noir fuyait à travers le désert et le Pistolero le suivait. Alors la première version était le Pistolero le poursuivait. D'accord. C'est vrai que le sens n'est pas le même. C'est pas tout à fait le même. Et c'est la phrase d'ouverture. Voilà. Et il se trouve que dans la deuxième version, le verbe employé dans le Pistolero par King était chased. Non, justement, n'était pas chased, était followed. Donc suivre, vraiment. D'accord. Voilà. Et j'ai vérifié que dans la première version, c'était déjà followed. Donc j'écris à King et je lui explique tout. Je lui dis voilà, vous employez le verbe to follow et il se trouve que ça a été traduit par poursuivre. Est-ce que je peux le changer et le changer en suivre? Quelle est votre intention? Enfin, je fais un mail très, très, très détaillé et là, il me répond un truc complètement laconique qui est si j'avais voulu dire poursuivre, j'aurais écrit poursuivre. J'aurais pas écrit suivre, surtout pas 2 fois de suite. Bon, tout ça en anglais évidemment. Et là, je me suis dit bon, oui, d'accord, parce qu'il y a eu une volée de bois vert. Enfin, j'exagère, mais il y a eu un certain nombre de mails et de messages à l'éditeur et de commentaires sur des blogs disant qu'ils n'avaient pas du tout compris pourquoi cette première phrase mythique d'ouverture avait été changée et modifiée. Qu'est-ce qui avait pris à cette espèce de traductrice sortie de nulle part donc là, tu es en train de dire qu'il y a des gens qui ont comparé carrément. Ça va très loin. Il y a un moment dans la description de Blaine le Mono, le train qui parle, il y a une description du moteur et donc des valves. Et
j'avais traduit à un moment, je pense, valve par piston ou piston par valve. Enfin, là, j'avais fait un choix entre deux. Il y a un lecteur qui a écrit à l'éditeur en envoyant un schéma très 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 précis d'un moteur de locomotive qui était la locomotive qui pouvait s'approcher le plus possible de la locomotive décrite qui est imaginaire, mais voilà, en montrant que ça ne pouvait absolument pas être une valve et que vraiment c'était scandaleux, que c'était vraiment un piston. Alors ce qui peut faire sourire, mais qui en même temps montre que oui, il y a des gens, et heureusement, pour qui un mot n'est pas l'équivalent d'un autre mot et pour qui c'est important. Alors, Tu vois, on peut parler de la mode d'appeler tout le monde un geek aujourd'hui. Il y en a qui sont vraiment des geeks. Mais oui. Je me considère comme fan de l'œuvre de King, mais jamais j'irai jusque-là, quoi. Jamais, ça me viendrait même pas à l'esprit. Donc, moi, j'ai de la il y a marge, un truc qui m'a toujours, où je me suis toujours dit, ça me ferait vraiment très très peur si j'étais traducteur, d'autant plus d'un mec comme Stephen King, où une scène pour prendre comment dire, ce qu'on retrouve le plus souvent chez King, à savoir des scènes de terreur où vraiment où en tant que lecteur tu flippes, des scènes de terreur qui fonctionnent en anglais et toi tu le traduis et ça fait plus peur. Comment tu fais, Marie? C'est quand même super délicat, quoi. Parce que d'un côté il faut respecter l'œuvre d'origine et en même temps il faut que ça fasse encore flipper, quoi. Bah oui, alors bon, sur les scènes qui font peur, c'est particulièrement ardu. J'imagine. De toute façon, il y a la question de la trahison qui est associée à la question de la traduction depuis toujours. Hein. Il y a qu'est-ce qu'on doit sacrifier du texte original pour réussir à rendre un effet. Est-ce qu'on rend l'effet ou est-ce qu'on rend le style ou est-ce qu'on... Donc il y a un dilemme très difficile à trancher. Alors pour les scènes notamment de terreur ou qui font peur, moi je m'y reprends toujours à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a un premier jet, je laisse reposer, je continue la traduction, je reviens sur cette scène-là et en général ce sont ces scènes-là sur lesquelles je reviens le plus souvent jusqu'à la fin. Oui. Et est-ce que tu testes ça sur des lecteurs par exemple? C'est arrivé. C'est quelque chose que tu fais vraiment toi en vase clos Alors ça dépend. Sur La Tour Sombre, c'était très particulier parce que comme j'étais vraiment en immersion, je finissais par me méfier de moi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, enfin même d'ailleurs au bout de même 1 an ou même au bout de quelques mois, je finissais par perdre la distance et donc c'était un peu compliqué. Surtout qu'il avait fallu harmoniser des volumes que j'avais pas traduits. Et, oui, bien sûr. Même si celui d'Yves Sarda, Magie et Cristal, était exemplaire, mais il y avait c'était pas mon style, c'était pas ma pensée. Donc j'ai testé un peu notamment sur mes parents, à qui je faisais lire des scènes et je leur disais est-ce que ça fonctionne. Alors selon la couleur qu'ils avaient, la tête qu'ils avaient, s'ils s'effondraient, je voyais si ça marchait ou pas. C'est vrai que c'est anecdotique, mais en fait il y avait un moment où il fallait le mettre vraiment en voix, quoi, pour voir ce qui se passait. Moi, je me rendais plus compte. Tu disais hors micro que t'en rêvais carrément la nuit, quoi. Ah oui, c'était devenu incroyable. Moi, en fait, au départ, l'idée pour moi, sachant que ça se déroulait sur 3 ans, je m'étais dit que je prendrais d'autres travaux de traduction entre temps. Très vite, il s'est avéré que c'était pas possible d'un point de vue organisationnel, c'était pas possible et puis qu'il fallait, je pense que de toute façon il fallait être en immersion pour faire ça correctement parce que tu sors pas de Stephen King pour y revenir 3 jours après avoir traduit complètement autre chose, c'était pas possible, mais j'en rêvais la nuit. Oui, le Blaine le mono là, lui il a occupé j'ai vu des araignées géantes qui dévoraient des bébés, enfin des trucs ça a dû te faire bizarre à la fin, quand c'est limite toi qui as écrit le livre, quoi. C'est à la fois, bon, il faut rester très modeste, mais ce qui est vrai, c'est que si on n'a pas le sens de la responsabilité mais voilà, je veux dire, c'est d'un point de vue implication dans le boulot. C'est tellement un travail quotidien et qui bouffe quand même. C'est vrai que on a une responsabilité par rapport à l'auteur et puis par rapport au lecteur, parce que le visage qu'on leur montrera de ce livre, certains n'auront pas accès à autre chose que ça, quoi. Donc c'est c'était. Et le volume 8 sort demain, tu y retournes tout de suite? Ah, j'aurais envie. Ouais. Si on me le propose, ce qui est plausible, bon, si c'est dans les mêmes conditions. Ça serait logique. Ce serait assez logique. Bon, il y aurait des erreurs que je ferais plus. Là, on a manqué beaucoup de temps mais toute l'équipe était formidable. Mais il y avait quand on doit relire des épreuves de 900 pages et qu'on a un temps très réduit. Bon, c'est vrai qu'il y a des coquilles qui sont passées. Je pense que sur la cohérence des intrigues, des histoires, il n'y a pas eu de boulettes ou pas trop. Donc j'ai beaucoup appris entre temps quand même. J'imagine. Du coup j'ai 7 ans d'expérience de plus, donc il y a des choses que je ferais un petit peu différemment, mais oui, ça serait, faudrait prendre une grande bouffée d'air avant, mais ça me ferait envie en tout cas. Et justement sur Stephen King, t'as pas eu envie de toucher à d'autres choses que La Tour Sombre, justement, de t'atteler à, je sais pas, un roman autonome ou... Alors après, ce qui était, il a sorti un petit roman qui s'appelait Colorado Kid, qui est sorti dans mon souvenir l'année d'après La Tour Sombre.
Et en fait, il a dit à l'auteur, à l'éditeur français qu'il serait content que ce soit moi qui le fasse, comme il était content de ce qu'on avait fait sur La Tour Sombre. C'était très très différent, donc c'était bien. C'était un petit roman vraiment court, avec des journalistes véreux, enfin bon, un peu branquignol. Enfin, c'était complètement autre chose. Et Une c'était bouffée d'air un peu. J'imagine que T'as ça dû, peut jouer. traduire ça le doigt dans le nez, quoi. Ouais, bah c'était beaucoup plus cool. c'est Et clair. puis un peu reposant. D'ailleurs, ce sujet, il y a une nouvelle qui s'appelle UR, qui est en rapport avec La Tour Sombre, mais qui n'est pas édité en France, qui a été publiée via le Kindle et en livre audio, je crois. Peut-être que ce serait intéressant. C'est intéressant. de proposer à Je vais en l'éditeur. parler à qui de droit, oui. Tout à fait. Une nouvelle assez courte, au maximum 100 pages. Ouais, mais les nouvelles, c'est intéressant aussi. Hein. Bah, ça crée des liens entre les, Voilà, entre les, celui-là, entre en les tout cas, est intrigues et vraiment en les... rapport avec La Tour Sombre. Donc, Ouais, comme quoi, ça Et ne en, lâche en, pas. en parlant de l'actualité de Stephen King, tu as un scoop, Jérémy. oui, en quelque sorte. Donc en fait, il y a 2 jours, il y a une annonce officielle qui dit que via l'éditeur américain, britannique qui est Stephen King, comme quoi donc le prochain livre sortira le 22 novembre 2011. Ah, c'est déjà daté. Non. D'accord. Ok, il sortira le 8 novembre 2011. Il s'appellera 22 novembre 63, qui est la date de l'assassinat de Kennedy. Et c'est une histoire donc de voyage dans le temps pour éventuellement essayer de sauver Kennedy. Voilà, ça c'est l'intrigue. Là, comme ça, le pitch, moi, perso, me fait pas... Te fait pas rêver? Ouais, non. Oh. C'est peut-être la manière dont je Attention, raconte aussi. ouais, non. Mais Non, mais c'est vrai, mais- non, mais c'est Kennedy, tout ça, ouais, C'est bon, pourquoi c'est pas. une idée mais- quand même qui avait germé dans son esprit, je pense, il y a assez longtemps, puisque dans Dead Zone, il y a le leitmotiv, c'est si vous saviez ce que Hitler allait faire à l'époque et que vous pouviez le tuer, le feriez-vous? Là, c'est exactement la même chose, mais pour sauver Kennedy. D'accord, donc ça c'est le prochain, normalement le prochain roman de Stephen King. Alors, Tout à donc, ça fait. sortira en novembre aux États-Unis et Ouais. 3 ans plus tard chez nous, Pourquoi 3 ans en plus 4 tard tomes. Certainement 2013, puisque Full Dark No Stars doit sortir, il me semble, en 2012 en France chez Albin Michel, donc certainement Bah, 2013. moi, ça m'embête qu'Albin Michel édite la plupart des livres de King en France parce que c'est long. C'est long. Alors, je sais bien qu'il y a le travail de traduction, mais on sent aussi que ça fait partie d'un plan plus global chez Albin Michel pour répartir les bénéfices sur l'année fiscale, j'ai envie de dire. Et Tout un calcul autour de ça. Ah, on met les pieds dans le plat. Je mets les pieds dans le plat. Monsieur Bruno. Je pense que Jérémy doit être un peu au courant de toutes ces combines d'Albin Michel. Je voudrais dire par rapport Ah à oui, Dôme il fait signe que que non. le Dôme sort quand même en 2 tomes. Moi, je voudrais pousser un petit coup de gueule parce que ça fait 40 €. Combien ils coûtent Jérémy, chaque tome? Ça doit être 22, non? 22,50, quelque chose comme Ouais, ça. voilà, 45 €, le dernier livre de King, d'Albin Michel, ils sont gentils, quoi. Ils m'ont brouté, ils mangent sur le dos un peu des fans. Et Et je vais aller les acheter tout à l'heure, voilà, ça va me coûter quand même 45 €. 63 sera certainement pareil, puisqu'il va faire 1000 pages ou plus de 1000 Voilà. pages. Alors, il faut dire quand même qu'il y a des. Je pourrais aller dans le sens des éditeurs quand même, que je vénère, forcément. Non, mais il faut dire qu'il y a aussi. Il y a quand même des On contraintes n'a de rien dit sur maquette. Flammarion. hein. Non, absolument, mais il y a des contraintes de maquette quand les livres sont très très longs, et c'est vrai qu'avec les livres de King, bon, ça pose toujours un problème. Alors, cela dit, La Tour Sombre est sortie en un volume. C'est et ce que j'allais c'était dire. un monument. Mais ça demande souvent, quand la collection ou la maquette n'existe pas, beaucoup de boulot en plus, donc des frais en plus. Donc, disons que ça fait une circonstance atténuante. Je dis pas que Oui, ça, parce que- je dis pas que ça justifie, parce que c'est évident, King, c'est un tel business qu'il y a, Ouais. il y a Il des y a aussi les calculs. droits de traduction. Absolument. Alors cela dit, les droits de traduction ne sont pas forcément ce qui coûte le plus cher à l'éditeur. Ça, je peux le dire en connaissance de cause. Voilà. Bon, en termes de délai, ça impose des délais, ça c'est sûr. Par contre, moi, je suis scindé quand même, parce que ok, ça représente un coût, c'est clair, mais d'un autre côté, je vois par exemple les 2 tomes de La Tour Sombre intégrale que j'ai lu, ce sont vraiment des dictionnaires de 1000 pages et c'est complètement illisible. En plus, le papier il est très Oui, fragile, c'est- donc c'est un je suis bel partagé. objet, mais pas je comprends maniable. de toute façon- de Oui, toute ça façon, se de discute, le bien prix sûr. est Ouais. comme ça. Il pourrait y avoir un petit effort du côté du prix. c'est vrai. Oui, à la limite, voilà. Je veux dire, il le vend au prix d'un livre, enfin d'une histoire complète, quoi. Donc du coup, mais c'est il y a- comme si on vendait deux nouveaux Stephen King. Oui, mais il y alors a que les coûts c'est de le- production du livre. enfin. Voilà, plus il y a de Je pense pas papier, qu'Albin plus il y a de- Michel, je pense qu'ils ont des prix sur les rames de papier. Oh non, je pense pas. À mon avis. Hein. Pas autant que l'éditeur US, puisque là, le tirage est quand même beaucoup moins que Mm. l'édition US.
Bon, écoutez, je pense que c'est sur ces quelques informations précieuses qu'on peut retrouver sur ton site internet que tu peux te permettre de rappeler ici tout de suite parce que c'est intéressant. Donc Club Stephen King, club-stephenking.fr. Club-stephenking.fr sur lequel on peut retrouver des informations en direct sur Stephen King. Oui, à la décharge de Jérémy, c'est un des sites francophones sur King les plus Les mieux fournis, ouais. Ouais, les mieux fournis et surtout les plus au fait de l'actualité, quoi. Parce que c'est vrai que Jérémy, là-dessus, il est assez carré et si on veut de l'info bien fraîche, il faut aller sur le site. Ouais. Je suis l'actualité du point de vue collectionneur et lecteur, et c'est très intéressant à la fois du point de vue collectionneur, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui sont prêtes à dépenser des centaines de dollars et des milliers de dollars pour avoir une édition lettrée limitée, etc. Et du coup, ça c'est très intéressant, et du coup je suis vraiment l'actualité, je la mets sur mon site. Ouais. T'as déjà été en contact avec King Non, avec son assistante pour plusieurs choses, mais c'est tout. D'accord. C'est un souhait. Peut-être, je travaille, j'ai un livre qui vient de sortir sur les adaptations de Stephen King. Parle-en un petit peu, Jérémy. Oui. Que tu as écrit. Ouais, en fait. Parle-en. Donc c'est un livre sur. J'ai pris le parti pris de ne pas parler du côté littérature de Stephen King ou la biographie, puisque on la connaît tous, mais de prendre un axe différent. En fait, c'est les adaptations de Stephen King, mais toutes sortes d'adaptations, c'est-à-dire les adaptations en film, séries, courts-métrages, etc. Mais également les adaptations en bande dessinée, jeux vidéo et les traductions françaises, pour lesquelles notamment j'ai trouvé pas mal de textes qui sont pas connus. Voilà, donc j'ai pas pu trouver d'éditeur, par contre, donc c'est en impression à la demande via The Book Edition, thebookedition.com, ou en version PDF, 4,99€, c'est pas cher. Et voilà, et sinon j'ai un autre projet pour Ça s'intitule comment ? Les adaptations de Stephen King. Les adaptations de Tout Stephen simplement. King, tout simplement. Et on peut trouver le lien vers ça sur ton site internet. Sur mon site, ouais, ou sur thebookedition.com. D'accord. Et voilà, donc ça c'est le projet actuel. J'ai un autre projet dont je vais pas dire beaucoup de choses, mais qui est plus ambitieux au niveau international. Enfin, dont je vais chercher un éditeur au niveau international qui, je pense, intéressera au moins les collectionneurs de Stephen King. Voilà. D'accord, très bien. Et Marie, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je continue à traduire. Ah oui. J'ai continué pour Flammarion, il y a eu d'autres choses, voilà, pour d'autres éditeurs aussi, Anne Carrière notamment, pour qui je travaille beaucoup, et puis voilà, et King, s'il y a de la nouveauté. On se reparle si le volume 8 de la Tour Sombre sort. Je serais ravie. Mais on compte sur toi pour lui envoyer le lien de cette émission. Ça sera en ligne, hein, Marie. Absolument, mais je ne manquerai pas de lui dire qu'on continue à parler de lui avec ferveur et enthousiasme. Bon, mais en tout cas, Marie et Jérémy, merci encore infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci C'est à vous. vraiment Merci à très vous. gentil à vous. Et puis, on se retrouve dans un mois pour le prochain podcast Cripshop.com. D'ici là, portez-vous bien. Voilà. Ciao. Au revoir. Au revoir.